Puis-je avoir votre reste, monsieur? Mais lorsque le millionnaire la regarda dans les yeux, un miracle se produisit. Sous la faible lueur des lustres en forme d'étoiles glacées, le bourdonnement de la richesse résonna dans tous les recoins du pavon, le restaurant le plus exclusif niché au cœur battant de la ville. C'était une nuit drapée d'un silence velouté, seulement troublé par la douce élégance d'un piano frémissant dans l'air. Chaque table était un royaume silencieux de pouvoir et de prestige, illuminé par des bougies et couronné de cristal. Dans le coin le plus éloigné, niché derrière une composition d'orchidées et d'ombres, était assis John Maxwell, 48 ans, magnate de la technologie, milliardaire et veuf. Son costume Armani était taillé à la perfection, sa montre en platine captait des lueurs parasites, mais rien ne pouvait masquer le vide dans sa poitrine. Il fixait d'un regard vide le serviteur de filtre intact devant lui, dont l'arôme était riche et envoûtant, même s'il aurait tout aussi bien pu être de la poussière. En face de lui, la chaise vide résonnait plus fort que tous les bruits de la pièce. Ses doigts se resserrèrent légèrement autour du pied d'un verre à Bordeaux, dont le tourbillon rouge dansait comme un fantôme. 10 ans s'étaient écoulés depuis l'accident, depuis que sa femme Lilian et leur fils de 3 ans, Caleb, avaient disparu du monde dans un fracas de métal tordu et de verre brisé. Depuis, John avait rempli sa vie de silence, de routine et d'un empire de distraction. Il souleva lentement le verre, comme si son poids contenait des souvenirs. Mais au moment où il le porta à ses lèvres, une voix s'éleva à côté de lui. Douce, tremblante, inattendue. « Puis-je avoir vos restes, monsieur ?» John se figea. Il tourna brusquement la tête et se retrouva face à une jeune femme debout près de sa table. Elle ne devait pas avoir plus de 19 ans. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon lâche et désordonné, dont les mèches retombaient en boucles fatiguées. Son manteau était usé, lui collant aux épaules pour se protéger du froid du début de l'automne. Dans ses bras se tenait un bébé, âgé de 7 ou 8 mois peut-être, emmitouflé dans une couverture délavée. Les yeux de l'enfant, écarquillés et lumineux, étaient fixés sur le monticule de purée et de tranches de viande encore fumantes dans l'assiette de John. La voix de la jeune fille avait été presque un murmure, mais elle avait pourtant tranché le silence du restaurant comme le claquement d'une corde de violon. John cligna des yeux comme s'il se réveillait d'un long et profond sommeil. La pièce se figea. Fork s'immobilisa en plein vol. Les conversations s'enlisèrent dans un silence stupéfait. Un serveur s'avança, l'inquiétude fronçant déjà les sourcils, mais John leva subtilement la main. Le geste était discret mais autoritaire. Il étudia son visage. Il n'y avait aucune honte dans son expression, aucune trace de manipulation ou de pitié, seulement de l'épuisement et quelque chose de plus profond, une férocité silencieuse, un besoin non pas d'elle-même, mais de la petite vie qu'elle tenait contre elle. Elle tenait l'enfant avec une dévotion protectrice qui ôtait tout le reste de l'instant. Elle ne mendiait pas. Elle ne volait pas. Elle survivait. La gorge de John se serra. La bougie entre-vacilla. À cet instant, quelque chose changea en lui. Pas une grande révélation, pas encore, mais un murmure, une étincelle. Et même s'il l'ignorait alors, cet instant, cette seule question, allait abattre les murs qu'il avait mis 10 ans à construire et le mener vers une rédemption qu'il n'avait jamais recherchée, à travers un amour qu'il n'avait jamais espéré. Il resta là un long moment, figé, le regard rivé sur la jeune fille comme si le reste du monde s'était fondu dans un bruit de fond. Ses cheveux blonds, négligés, tombaient en vagues désordonnées autour de son visage et de ses épaules, leurs mèches accrochant les lueurs des bougies comme de l'or brisé. Son manteau la couvrait à peine, les manches trop courtes, le tissu usé au coude. À ses pieds, une paire de baskets en lambeaux, trempées de la crasse de la ville, et presque déchirées aux coutures. Mais ce n'était pas son apparence qui coupait le souffle à John. C'étaient ses yeux. Il ne suppliait pas. Il ne vacillait pas. Il le tenait fermement, empli de quelque chose de bien plus fort que le désespoir, de défense, de dignité et d'une tristesse sourde, presque insupportable. Il y avait une sorte de courage dans son expression, celui que l'on ne développe que lorsqu'on n'a plus rien à protéger, si ce n'est la vie fragile qu'on porte en soi. Elle ne demandait pas pour elle-même. Elle demandait pour son enfant. John hésita un instant, comme si un fil invisible se tendait entre eux. Puis, d'un léger mouvement, il poussa l'assiette vers l'avant. « Prends-la, dit-il doucement, presque pour lui-même. » Elle ne se jeta pas sur la nourriture. Elle ne la dévora pas comme une affamée. Au contraire, avec une révérence qui le frappa plus fort que n'importe quel cri, elle fouilla dans le sac qu'elle portait sur l'épaule et en sortit un petit carré de tissu. Propre, bien que effiloché sur les bords. Elle y enveloppa soigneusement la purée de pommes de terre et les tranches de viande restantes,
repliant les coins comme si elle conservait un trésor, et non des restes. Puis, s'agenouillant doucement sur un genou, elle serra le bébé contre elle et sortit une petite cuillère en plastique de la poche de son manteau. John la regarda, sans ciller, prendre une petite portion de nourriture chaude et souffler doucement dessus avant de guider la cuillère vers la bouche du bébé. L'enfant s'ouvrit instinctivement, ses petites lèvres s'entr'ouvrirent, sa langue se tendit. Au moment où la purée toucha sa langue, il roucoula. Un doux gargouillis de joie si pur qu'il fit se recroqueviller les doigts de John sur le bord de la table. Le visage du bébé s'illumina à la lueur des bougies, ses lèvres potelaient. Des mains tapotaient la poitrine de la fillette. Un sourire illuminait ses joues rondes, tel un lever de soleil après une longue nuit glaciale. C'était le genre de sourire que John n'avait pas vu depuis des années, depuis son propre fils. Quelque chose lui serra la gorge. Il détourna le regard une seconde, essayant de dissiper le brouillard soudain qui obscurcissait sa vision. Mais ses yeux se relevèrent aussitôt que le bébé laissa échapper un nouveau soupir de bonheur. Comme si la chaleur d'une cuillerée suffisait à le combler de joie. La fillette ne dit rien. Elle continua simplement à le nourrir, une cuillerée à la fois, avec une patience infinie. Ses mains étaient fermes. Sa respiration était calme. Elle ne regarda pas une seule fois autour d'elle pour voir qui la jugeait, ou quelles opinions se formaient dans la mer silencieuse des spectateurs fortunés. Elle était là pour une seule raison, nourrir son fils. Le cœur de John se serra dans sa poitrine, lentement et profondément, comme une vieille créature sortant du coma. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de la charité. C'était la vérité indéniable, il assistait à quelque chose de sacré, une forme d'amour qui ne pouvait être achetée, remplacée. Ou même pleinement compris par ceux qui n'avaient jamais ressenti de perte. Lorsque le bébé sembla rassasié, la fillette rangea soigneusement le paquet de tissu dans son sac, ajusta la couverture autour du corps de l'enfant et se leva. Elle jeta un nouveau coup d'œil à John, hochant légèrement la tête, non pas comme pour le remercier, mais comme pour reconnaître un non-dit entre eux. Puis elle se retourna et s'éloigna, se faufilant entre les rangées de lions blancs et de tables dans la nuit fraîche derrière les portes vitrées. John resta assis, incapable de bouger, fixant l'endroit où elle se tenait. La bougie sur la table vacillait doucement, projetant de douces vagues d'or et d'ombre sur le vin intact, la chaise vide, le monde qu'il avait connu. Puis, avant qu'il puisse rationaliser, analyser ou se convaincre, il se leva, sans précipitation, sans dramatisation, juste doucement, résolument. Il posa sa serviette sur la table, fit un signe de tête au serveur stupéfait qui rôdait non loin, et suivit la fille à travers les lourdes portes du restaurant dans la nuit. Il ne comprenait pas encore pourquoi, seulement qu'il le devait. John le suivit à un moment donné. Au loin, ses pas s'amortissaient sur le trottoir silencieux. Le bruit de la ville s'estompa derrière lui tandis que la jeune fille se glissait dans une ruelle étroite, serrant le bébé contre sa poitrine comme un fragile bouclier contre le monde. Elle se déplaçait rapidement mais prudemment, comme si chaque ombre pouvait l'engloutir. Il ignorait pourquoi il le suivait, seulement que quelque chose de plus profond que la curiosité l'attirait. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. La ruelle débouchait sur un parking en ruine, bordé de bâtiments en briques. Des voitures abandonnées y trônaient comme des fantômes, mais l'une d'elles, une vieille berline de la marine cabossée, était différente. Elle était habitée. Les vitres étaient embuées. La peinture s'écaillait, mais c'était un abri. Elle s'y dirigea sans hésiter, ouvrit la porte arrière et s'installa délicatement avec le bébé. Une fine couverture lui servait de matelas. Elle berça le nourrisson dans ses bras, murmurant quelque chose que seul l'enfant pouvait entendre. Puis sa voix s'éleva, douce et tremblante, jusqu'à devenir une berceuse. « Tu es mon soleil, mon seul soleil. » John s'attarda dans l'ombre, fasciné. La main du bébé agrippa son col, ses yeux papillonnant tandis que la mélodie l'enveloppait comme une couverture chaude. Le décor était sombre, mais l'amour indéniable. Il s'avança. Quelque chose avait dû l'alerter. Elle se retourna, surprise, leurs regards se croisèrent. « Je suis désolé, » dit-il, les mains levées en signe de paix. « Je voulais juste voir si tu allais bien. »« Tu m'as suivi, » dit-elle, sur ses gardes. « Oui, je l'ai fait. » Elle ne courut pas. Elle ne pleura pas. Elle le regarda simplement, soupesant l'étranger aux vêtements coûteux. « J'ai vu comment tu as nourri ton fils, » dit John. « Je n'ai jamais rien vu de tel. J'avais besoin de comprendre. » Après un silence, elle dit doucement. « Il s'appelle Noah. »« Je suis Émilie. »« Noah, répéta-t-il.
8 mois. Elle hocha la tête. Il adore la purée de pommes de terre. La voix de John baissa. Mon fils aussi. Émilie cligna des yeux. Et à cet instant, quelque chose changea. Elle ne s'immisça pas, écouta simplement avec ce calme rare de quelqu'un qui a connu le deuil de première main. J'étudiais pour devenir infirmière, dit-elle. Puis je suis tombée enceinte. Le père a disparu. Mes parents m'ont renié. Je suis seule depuis. Elle parlait franchement, sans amertume. Nous vivons dans cette voiture depuis 2 mois. Je fais des ménages, je suis serveuse quand je peux. John regarda le véhicule, la couverture usée, les vêtements de bébé empilés comme des trésors dans un coin. Je peux aider. Un hôtel, de la nourriture, tout ce dont tu as besoin, dit-elle en levant la main. Non, je ne demande pas d'argent. Surpris, il demanda, alors, que veux-tu? Émilie regarda Noah et dit doucement, juste un jour. Un jour où il sera au chaud, rassasié et en sécurité. C'est tout. Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle exigence. Le lampadaire vacillait au-dessus d'eux, projetant une teinte ambrée sur son visage. Dans cette lueur, John vit quelque chose de familier. Ses yeux. Ceux de sa défunte épouse. Pas exactement, mais assez proches pour le briser. La façon dont Émilie serrait son enfant. La façon dont elle se tenait droite, avec rien d'autre que l'amour comme armure. Cela réveilla quelque chose en lui, quelque chose qui avait été enfoui avec sa femme et son fils. Il recula, soudain instable. Merci, dit-il. Émilie fronça les sourcils. Pourquoi? Pour m'avoir rappelé que j'avais encore un cœur. Elle ne dit rien, se contentant de serrer Noah plus fort, reprenant la berceuse. John resta là un peu plus longtemps, la chanson traversant la nuit comme une bouée de sauvetage. Et si Émilie ne sourit pas, elle ne ferma pas la porte non plus. Et c'était là, en quelque sorte, tout. À partir de ce soir-là, John ne put se défaire de l'image de la fille aux chaussures cassées et du bébé au sourire énervé. Peu importe le nombre de mai qu'il parcourut ou les réunions du conseil d'administration auxquelles il assista, leurs visages restèrent gravés dans sa mémoire. De discrets rappels que, quelque part dans la même ville où l'on buvait du vin à $8 000, une mère et son enfant survivaient uniquement grâce à leur gentillesse et leur résilience. Il ne lui adressa plus jamais la parole. Pas tout de suite. Au lieu de cela, il se mit à agir silencieusement et avec précision, comme il avait bâti sa fortune. Il avait retrouvé sa voiture, garée derrière le parking d'une église abandonnée. Sans s'approcher, sans s'immiscer, il laissait de petits paquets près du véhicule, tôt le matin avant le lever du soleil, une boîte de lait maternisé, un paquet de couches, un pot scellé de soupe maison, encore chaud au toucher. Il avait organisé une visite discrète chez un pédiatre, se faisant passer pour un programme d'évangélisation de l'église. Émilie ignorait qu'il avait envoyé. Elle n'avait rien demandé, mais lorsque le médecin était parti, elle avait tenu Noah plus longtemps que d'habitude et murmuré « merci », sans s'adresser à personne en particulier. Au début, Émilie était sceptique. Elle avait appris à survivre en s'attendant à la déception. Mais ses gestes discrets n'étaient jamais accompagnés de mots, d'attentes ou de demandes. Personne ne lui demandait de sourire. Personne ne lui demandait d'être reconnaissante. La gratitude était simplement là. Constante, douce, réelle. Peu à peu, la suspicion laissa place à quelque chose de plus dangereux, l'espoir. Puis, un soir, alors que le froid d'octobre commençait à s'infiltrer plus profondément dans les nuits, la catastrophe frappa. Noah avait été grincheux tout l'après-midi, refusant de manger. Son front était chaud, mais à la tombée de la nuit, il brûlait de fièvre. Émilie essaya tout, des lingettes fraîches, de douces berceuses, le berçant d'avant en arrière sur la banquette arrière de leur voiture. Mais ses cris se firent plus pressants, sa respiration courte et rapide. Elle se précipita aux urgences de l'hôpital le plus proche. La réceptionniste leva à peine les yeux lorsqu'Émilie expliqua que son fils avait besoin d'aide. Interrogée sur l'assurance, Émilie hésita. Lorsqu'elle répondit qu'elle n'en avait pas, le visage de la femme se durcit. « Nous sommes au maximum de nos capacités », dit-elle sèchement. « Vous devrez attendre ou trouver un autre établissement. » La voix d'Émilie se brisa. « Ce n'est qu'un bébé. Il a 40 degrés de fièvre. Il ne réagit pas. S'il vous plaît. Madame, nous ne pouvons rien faire sans une alimentation adéquate. Je suis désolé. » Émilie sortit, le souffle embrumé par l'air glacial.
Noah était devenu silencieux, un silence terrifiant. Elle le serra plus fort que jamais, son corps tremblant de froid et de panique. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Elle sortit son vieux téléphone. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle tapait seulement 2 mots, « aidez-nous ». Elle ne savait pas s'il viendrait. Elle ne savait même pas pourquoi elle lui faisait confiance. Mais 6 minutes plus tard, les phares s'allumèrent. Le SUV noir de John s'arrêta dans un crissement de pneus. Il sauta à terre avant que le moteur ne s'arrête, son manteau flamboyant au vent, les yeux hagards d'impatience. Il ne dit rien. Il tendit simplement les bras. Emily y plaça Noah. Et pour la première fois, le bébé ne résista pas. Sa petite main s'enroula autour de l'index de John, faible mais intentionnel, comme s'il reconnaissait quelque chose de sûr. John le serra contre lui avec une familiarité surprenante et rentra à l'hôpital sans faire la queue. « Je veux un médecin immédiatement », dit-il à la réceptionniste d'une voix d'acier et de feu. « Cet enfant a une fièvre critique. Je couvrirai toutes les pistes. Mais si vous laissez passer 1 minute de plus, j'achète cet hôpital et vous vire tous, jusqu'au dernier. » Ils ont emmené Noah immédiatement. Emily était assise dans le couloir, tremblante d'épuisement, la tête entre les mains. John restait à ses côtés, silencieux. Lorsque l'infirmière revint avec des nouvelles, Noah était stable, reposé, et serait surveillé toute la nuit. Emily expira un souffle qu'elle n'avait pas réalisé avoir retenu depuis le coucher du soleil. Elle regarda John, les yeux vitreux, la voix à peine audible. « Tu es venu ?» Il acquiesça. « Bien sûr que oui. » Les larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle se pencha vers lui, la poitrine haletante de soulagement et de quelque chose de plus profond. De chagrin peut-être, ou de soulagement. Sa tête reposa contre son épaule, et John, sans hésitation, l'entoura de ses bras. Il ne lui demanda pas de se calmer. Il ne lui demanda pas de s'expliquer. Il la serra simplement dans ses bras tandis que les heures silencieuses de la nuit s'écoulaient derrière ces murs fluorescents stériles. C'était la première fois qu'Emily se laissait effondrer. Depuis qu'elle était mère. Et pour John, c'était la première fois en 10 ans que tenir quelqu'un dans ses bras ne lui donnait pas l'impression d'être trahi. Il ne parlait pas d'amour. Il ne définissait rien cette nuit-là. Mais quelque chose changea irrévocablement à cet instant, dans le battement régulier du cœur de l'homme qui avait juré de ne plus jamais se soucier de lui, et dans le souffle de la jeune fille qui n'avait su survivre que parce qu'il l'avait sauvée, mais parce qu'elle n'avait enfin plus besoin d'être forte seule. Tout commença par une photo, légèrement floue, prise de nuit, de John Maxwell sortant des urgences avec un bébé dans les bras et une jeune femme juste derrière. En quelques heures, elle inonda les réseaux sociaux, les blogs et les gros titres des tabloïds. Milliardaire de la tech, sauvetage nocturne, mère adolescente et magnate. Internet explosa. L'identité d'Emily ne resta pas longtemps secrète. Un formulaire d'admission à l'hôpital, fuité, confirma son nom. Puis vinrent les commentaires. Des vagues de spéculation, de jugement et de cruauté. Certains louèrent John, le qualifiant de compatissant et de généreux. D'autres étaient vicieux. C'est une croqueuse de diamants. C'était planifié. Quel genre d'homme se laisse entraîner dans une telle aventure? Dans l'appartement que John avait réservé pour elle et Noah, Emily était assise dans le noir, la seule lumière provenant de son téléphone. Chaque glissement apportait plus de venin. Chaque gros titre plus de honte. Sa poitrine se serra. Ses mains tremblaient. Elle éteignit l'écran, craignant que la lumière ne touche son fils avec le même poison. Noah s'agita dans son berceau. Elle se leva et posa doucement une main sur sa poitrine pour le calmer. Puis elle se rassit au bord du lit et fixa le sol jusqu'au matin. Quand John entra, il sut que quelque chose avait changé. La posture d'Emily était fermée, son expression distante. « Je ne peux pas faire ça, dit-elle. Je ne veux pas que mon fils grandisse dans le scandale. Je ne veux pas qu'un jour il voie des mensonges et se demande s'ils sont vrais. » John s'assit à côté d'elle. « Tu n'as rien fait de mal, dit-il doucement. Noah non plus. » Elle secoua la tête. « Les gens s'en fichent. Ils ont déjà décidé qui je suis. » La voix de John se calma. « Alors laisse-moi leur dire qui tu es vraiment. » Cet après-midi-là, il appela son attaché de presse. Pas de déclaration, pas de communiqué de presse préécrit. Il voulait parler franchement, publiquement et sans filtre. Le lendemain soir, il passa en direct à la télévision nationale. Le dispositif était simple. Un studio calme,
une lumière tamisée, aucune distraction. L'intervieweur ne lui demanda rien de choquant, lui laissa juste l'espace pour parler. John commença non pas par Emily, mais par Lillian et Caleb. Il raconta l'histoire qu'il avait évitée pendant des années, l'accident, le silence, la façon dont le chagrin l'avait vidé. Il parla de l'illusion du succès et de la façon dont elle cachait un vide bien réel. « J'ai arrêté de vivre le jour de leur mort, dit-il. Puis il parla d'Emily. Elle ne cherchait pas la charité, dit-il. Elle ne cherchait même pas d'aide. Elle voulait juste nourrir son fils. Et ce faisant, elle a réveillé quelque chose en moi que je croyais avoir perdu à jamais. » Sa voix se brisa lorsqu'il ajouta. « Elle ne m'a rien pris. Elle m'a donné quelque chose que personne d'autre ne pouvait donner. Une raison de me sentir à nouveau concerné. Une raison de respirer. » Il regarda la caméra. Emily n'est pas un titre. C'est une mère. Noah n'est pas un accessoire. C'est un bel enfant. Je ne les ai pas sauvés. Ils m'ont sauvé. L'interview était crue, sans réserve et profondément humaine. Et ça a marché. Le lendemain matin, le vent a tourné. Les conversations en ligne ont changé. On a commencé à la défendre. Des mères ont partagé leurs histoires. Monoparentalité, pauvreté, jugement. Des infirmières ont pris la parole, expliquant combien de filles comme Emily passent entre les mailles du filet. Les dons ont commencé à affluer dans les refuges. Une mère du Kansas a créé un fonds communautaire pour les femmes comme Emily. Emily n'a pas parlé à la presse. Mais le lendemain matin, elle s'est présentée à la porte de John, Noah emmitouflé contre le froid. Il ne frappa pas. Il ouvrit la porte avant qu'elle ne puisse le faire. Ses yeux étaient fatigués mais déterminés. « Je ne pars pas, dit-elle. Si vous nous voulez encore, nous sommes là. » John ne dit rien. Il s'écarta, les laissa entrer et, pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose de nouveau, de permanent et de paisible. Une porte, non seulement dans sa maison, mais dans son cœur, s'ouvrit. Une famille, inattendue et improvisée, venait de naître. L'appartement que John loua pour eux n'avait rien d'extravagant, modeste selon ses critères, mais chaleureux, ensoleillé et calme. Il comportait 2 chambres, des murs gris clairs et des fenêtres qui captaient parfaitement la lumière matinale. Emily emménagea avec rien d'autre que 2 sacs de voyage, un porte-bébé et le poids de quelqu'un qui n'avait jamais eu d'endroit sûr pour respirer. Mais en une semaine, cet espace commença à être habité. Des photos coloriées par Noah scotchées au réfrigérateur, de petites chaussettes drapées sur le radiateur, l'odeur de lait pour bébé et de berceuse flottant dans l'air. Ils ne parlaient jamais de ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Pas au début. Il n'y avait pas d'éclaration, pas d'étiquette, pas de calendrier. Ils vivaient simplement ensemble. John lui rendait visite tous les matins. Au début, c'était sous prétexte de prendre des nouvelles, d'apporter des courses ou un paquet de couches, mais c'est vite devenu une routine. Il frappait, entrait, et Noah s'illuminait de reconnaissance, bondissant dans son berceau au bruit de la porte. Emily préparait déjà son café, ses cheveux tirés en ce même chignon lâche et gracieux, et il partageait des histoires du petit déjeuner. John apprit à tenir un biberon à l'angle parfait, à réchauffer du lait sans le surchauffer, à changer une couche maladroitement au début, puis avec une assurance qui le surprit lui-même. Il mémorisait le rythme des pleurs de Noah, comprenait la différence entre la faim et l'inconfort, la fatigue et la frustration. Un après-midi, alors qu'il berçait Noah pour l'endormir, la petite main du bébé accrochée à sa chemise, John réalisa une chose simple mais sismique. Il ne voulait pas partir. Ni après la sieste, ni après l'heure suivante. Il voulait rester. Emily le remarqua. Aussi. La façon dont John s'attardait, la façon dont il écoutait les bavardages de Noah comme des symphonies. Il n'essayait jamais d'impressionner ou de contrôler. Il se montrait simplement jour après jour, les mains calmes et les yeux autrefois creux, mais qui se remplissaient maintenant lentement de lumière. Elle n'avait jamais connu d'amour qui ne demandait rien en retour. Mais elle n'avait jamais connu un homme simplement présent. Non pas pour la réparer, non pas pour s'approprier son histoire, mais pour la suivre. Dans les 12 heures entre les tétés et les bains, une nouvelle forme de connexion s'était formée. Ce n'était pas le genre d'amour fougueux que le monde idéalisait. C'était plus lent, plus profond, et non pas de la passion, mais de la persévérance. Un soir, après que Noah se fut enfin endormi, Emily et John s'assirent en silence sur le balcon, une couverture drapée entre eux. La ville en contrebas scintillait d'or et de bleu,
mais aucun d'eux ne baissa les yeux. John se tourna vers elle d'une voix douce. Quand j'ai perdu Lilian et Caleb, j'ai cru qu'une partie de moi était morte avec eux, celle qui voulait se soucier d'eux, appartenir à eux, être utile. Émilie le regarda, les yeux brillants au clair de lune. Tu ne l'as pas perdu, murmura-t-elle. Ça a juste attendu. Ils ne s'embrassèrent pas ce soir-là. Ils n'étaient pas obligés. L'instant s'étira entre eux comme une promesse, tacite, mais profondément comprise. Et à cet instant, Émilie sourit. Pas le genre de sourire qu'elle adressait aux infirmières par politesse ou à Noah par réflexe. Celui-ci était juste pour lui. Plein et rare. Pour la première fois depuis des années, John lui rendit son sourire. Un vrai sourire, discret, adouci par la guérison, illuminé de l'intérieur. Ils n'étaient pas encore amants. Ils n'étaient pas encore une famille de noms, mais ils étaient plus forts. Deux êtres brisés par la perte qui trouvèrent l'un en l'autre le lent et régulier commencement d'un foyer. La lettre arriva un après-midi dans une simple enveloppe blanche, coincée sous la porte de l'appartement comme un coup de vent inattendu. Émilie la fixa longuement avant de l'ouvrir, les mains légèrement tremblantes en dépliant la lettre. L'écriture était familière, serrée, nette, et incontestablement celle de sa mère. Il n'y avait que quelques lignes, pas d'excuses grandiloquentes, pas de s'il vous plaît théâtral, juste de simples mots écrits à l'encre qui semblaient trop appuyés sur la page. S'il y a encore une chance de connaître mon petit-fils, j'aimerais essayer. Émilie resta assise à la table de la cuisine pendant plus d'une heure. La lettre se froissa doucement dans ses mains tandis que Noah jouait à proximité avec sa pile de cubes colorés. Elle ne pleura pas. Elle ne se mit pas en colère. Mais le silence qui emplissait la pièce était si épais qu'il était suffocant. Quand John arriva ce soir-là, il la trouva au même endroit. Elle a écrit, dit doucement Émilie sans lever les yeux. Il s'approcha, prit la lettre et la lut. Puis il la posa et s'assit à côté d'elle. À quoi penses-tu? Demanda-t-il. Je ne sais pas, admit-elle. Cela fait presque 2 ans qu'ils ne m'ont pas parlé. Depuis qu'ils m'ont dit que je n'étais plus leur fille. John hocha lentement la tête. Tu ne leur dois rien. Émilie se tourna vers lui, le regard embrumé par l'incertitude. Mais Noah, ne mérite-t-il pas de savoir d'où il vient, même si c'est brisé? John marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Ne le laisse pas grandir avec le même vide que toi. Laisse-lui la chance de pardonner ou non, mais laisse-le choisir. 3 jours plus tard, ils se rendirent dans la ville qu'Émilie appelait autrefois sa maison. Une étendue paisible de collines verdoyantes et de routes étroites où chaque visage semblait se souvenir un peu trop bien du passé. La maison de ses parents se dressait au bout d'une allée de gravier, la peinture blanche légèrement délavée, la balancelle du porche craquant encore au vent. Émilie resta dehors un long moment, Noah sur sa hanche, ses petites mains agrippant son pull. John se tenait légèrement derrière elle, lui offrant un soutien discret, mais la laissant guider. La porte d'entrée s'ouvrit lentement. Une femme en sortit. La cinquantaine, les traits nets adoucis par le temps et le chagrin. La mère d'Émilie. L'espace d'un instant, personne ne bougea. Puis, le souffle court, sa mère s'avança. Ses yeux se posèrent sur Noah, puis sur Émilie, et ils se remplirent instantanément de larmes. Je n'étais pas forte, murmura-t-elle d'une voix tremblante. J'avais peur du regard des gens. De perdre la version de toi que je croyais avoir élevée, et je t'ai perdu quand même. Émilie ne dit rien. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, sa mâchoire se crispa. Son père apparut derrière sa mère, plus âgé que dans ses souvenirs, les mains jointes nerveusement devant lui. Il regardait son petit-fils comme s'il voyait quelque chose de sacré. Noah tendit la main, ignorant l'histoire, indifférent, simplement curieux. Et cela, d'une certaine manière, bouleversa tout. Sa mère s'effondra, s'avançant, les bras ouverts, mais incertaine. Puis-je le tenir? Émilie hésita un instant. Puis, lentement, elle plaça Noah dans les bras de sa mère. La femme plus âgée le serra contre elle comme pour tenter de retenir le temps. Elle sanglota doucement, murmurant des choses au garçon qui cligna des yeux vers elle avec un étonnement innocent. John observait de côté, la poitrine serrée. Il ne participait pas à ce moment, mais il était témoin de sa puissance. Lorsqu'Émilie s'avança enfin et enlaça sa mère, le porche sembla respirer. Le passé n'avait pas disparu, mais il s'était adouci. Le pardon n'était pas un coup de foudre. C'était un lent lever de soleil. Cet après-midi-là,
les 3 générations étaient assises autour de la vieille table de cuisine où Émilie mangeait autrefois ses céréales avant l'école. Sa mère servait le thé. Son père faisait doucement rebondir Noah sur ses genoux. Et pour la première fois depuis des années, des rires résonnèrent dans la maison. Émilie croisa le regard de J de l'autre côté de la pièce, et il sourit. Elle murmura 2 mots simples. Merci. Il secoua la tête et lui rendit son sourire. Non, murmura-t-il pour lui-même, à peine audible. Merci d'être rentré. 1 an plus tard, le monde avait changé, mais seulement dans les domaines qui comptaient. Le bruit s'était estompé. Les gros titres avaient disparu. À leur place, il y avait quelque chose de bien plus calme, de bien plus puissant, une vie. C'était un après-midi de printemps radieux lorsqu'ils retournèrent au parc, celui-là même où tout avait commencé. La brise soufflait doucement à travers les arbres, et la lumière dorée du soleil baignait le champ d'une chaleur qui ressemblait à une bénédiction. Pas d'imposantes arches fleuries ni de photographes se bousculant pour la photo parfaite, juste un petit groupe d'amis proches, une nappe blanche étendue sous un vieux chêne et une humble arche en bois enveloppée de lierre et de rubans. Au centre de tout cela se tenait un petit garçon vêtu d'un gilet bleu marine neuf et d'un nœud papillon assorti. Noah, qui avait maintenant presque 2 ans, serrait une petite boîte en velours à 2 mains en titubant sur l'herbe, déterminé à la remettre à l'homme qui l'attendait à quelques pas jaunes se tenait là, non pas dans un costume de créateur, mais dans un blazer gris clair qui, selon Émilie, lui donnait un air presque humain. Ses cheveux étaient plus longs maintenant, avec des mèches argentées qu'il ne prenait plus la peine de cacher. Ses yeux, autrefois voilés par le chagrin, brillaient maintenant d'une chose bien plus rare que la richesse, l'espoir. Alors que Noah l'atteignait, John s'agenouilla et prit délicatement la boîte de ses petits doigts. Le garçon leva les yeux et rit doucement, puis retourna en trottinant jusqu'au bord de la clairière où Émilie se tenait pieds nus dans l'herbe, sa robe blanche flottant au vent. Elle n'avait jamais été aussi belle, non pas à cause de sa robe, ni à cause du soleil derrière elle, mais à cause de la vie dans ses yeux, ce genre d'éclat qui ne grandit qu'après avoir survécu à l'obscurité. John s'avança, boîte à la main, et s'agenouilla. L'espace d'un instant, le vent sembla s'arrêter, comme si le monde lui-même s'était arrêté pour écouter. Il leva les yeux vers elle, la voix ferme, mais chargée d'émotion. « Tu n'as rien demandé, dit-il doucement. Tu n'as rien supplié. Tu n'attendais rien. Tu es arrivé lors de la pire nuit de ta vie et tu m'as donné l'occasion de me souvenir de ce que l'on ressent lorsqu'on a besoin de toi, lorsqu'on est en vie. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple, élégante, sans éclat, choisie non pas pour son prix, mais pour l'effet qu'elle donnerait à sa main lorsqu'elle tiendrait leur fils. « Tu n'as pas pris mes restes, Émilie, murmura-t-il. Tu m'as donné tout ce qui me manquait sans le savoir. Tu m'as donné une famille. Tu m'as donné de l'amour. Tu m'as donné un avenir. » Il marqua une pause, les larmes aux yeux. « Veux-tu m'épouser ?» La main d'Émilie se porta à sa bouche. Ses yeux s'emplirent d'eau avant même que la première larme ne puisse couler. Elle hocha la tête 1 fois, 2 fois, puis tomba à genoux devant lui, riant à travers ses larmes en murmurant « oui ». Ils s'enlacèrent, les bras croisés comme les pièces d'un puzzle depuis longtemps perdu et enfin retrouvé. Le prêtre commença la cérémonie, simple et brève, tandis que Noah jouait avec les pédales au sol, levant parfois les yeux comme s'il essayait de comprendre ce qui avait fait de les adultes, si émotifs. Mais c'est pendant les vœux, juste au moment où John promettait d'aimer non seulement Émilie, mais le fils qui les avait réunis, que Noah s'approcha et entoura la jambe de John de ses bras. « Papa » gazouilla-t-il. Et d'un seul coup, le parc tout entier retint son souffle. John baissa les yeux humides, et se pencha pour prendre le garçon. Le tenant d'un bras et Émilie de l'autre, il murmura « Je t'aime, mon fils ». Dans cette étreinte, sous le soleil, sans public, mais avec quelques amis et le ciel, tout ce qui avait été brisé redevint entier. John n'avait pas sauvé une jeune mère. Elle l'avait sauvée du chagrin, de l'isolement, d'une vie si raffinée et vide qu'elle l'avait presque engloutie. Et de la solitude, une nouvelle famille était née. Non pas du sang, ni d'un projet, mais d'un murmure, d'une question et d'une assiette de purée. Ils n'étaient pas parfaits. Ils n'avaient pas besoin de l'être. Ils étaient ensemble. Et cela leur suffisait enfin. Et donc, d'un simple murmure. Dans un restaurant de luxe, une histoire d'amour, de rédemption et de seconde chance se déroule. Ce qui a commencé comme une demande de reste est devenu un voyage qui a redéfini ce que signifie être une famille. John n'a pas simplement ouvert son cœur, il a ouvert sa vie. Émilie n'a pas seulement survécu, elle a trouvé la maison. Et le petit Noé,
une fois bercé dans les bras d'un étranger, marche maintenant à côté d'un père qu'il a choisi non pas par le sang, mais par amour. Parce que parfois les histoires les plus extraordinaires sont nées des moments les plus calmes. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a fait sentir, vous a fait espérer, ou même a apporté une larme à vos yeux, n'oubliez pas d'aimer, de partager, surtout, de vous abonner à des histoires émouvantes, la chaîne où chaque histoire est faite pour guérir votre âme et vous rappeler que la compassion est le miracle le plus puissant de tous. Nous vous verrons dans la prochaine histoire.